on va faire plusieurs scénarios. Du coup, on va faire le premier scénario. Qu'est-ce qui se passe si rien ne change? Donc si on fait le scénario comme ça, c'est le premier scénario, le standard run. Et là, j'aurais bien voulu être dans la pièce où ils ont fait tourner ce scénario la première fois, pour se dire, mais on a fait une erreur, comment c'est que ce soit si proche? Parce que globalement, on observe un épuisement des ressources relativement rapide. Donc ici, sur les graphiques, pour que vous ayez conscience des échelles, hein, on est à 1900 en bas, et à droite, on est à 2100. Donc en 200 ans. Et sachant qu'il y a toute la phase de calibration ici, c'est les données de 1900 à 1970, qui elles sont déjà passées. Donc en fait, quand ils font tourner le modèle, ils se situent à la limite entre la phase grise et la phase blanche. Ce qu'ils observent du coup, c'est un épuisement des ressources. Et en fait, ce qu'on peut constater, c'est que les ressources ne disparaissent pas totalement. En fait, c'est la qualité des ressources qui va diminuer. Les ressources, il y en aura toujours à la fin, hein, on en aura un petit peu, mais elles sont de très mauvaise qualité. Ça va être très très dur d'aller les chercher. Et en fait, on peut rapprocher ça de ce qu'on appelle l'ROI pour le pétrole, par exemple, ou le taux de retour énergétique. Du coup, au fur et à mesure que les ressources vont descendre, ben, l'appareil industriel, pour continuer à produire dans les investissements, tout à l'heure qu'on voyait, où il investissait dans différentes parties, il va devoir investir de plus en plus dans la recherche de nouvelles ressources et dans le puisement de ces nouvelles ressources-là. Ouais. Les ressources sont non renouvelables ici. Ouais. Ah. Et les renouvelables, c'est compté dans l'agriculture? Alors, il n'y a pas de ressources renouvelables dans le repas Midos. Donc ils éliminent ce truc-là. Pardon? Le soleil est une ressource renouvelable, mais le soleil n'est pas pris en compte dans ce modèle, en tout cas. Ce modèle, justement, a été fait pour étudier l'impact de la société sur les ressources renouvelables, non renouvelables, justement, parce que c'est par rapport, par exemple, à tout ce qui est dépendance au pétrole, aux questions de pic énergétique, etc., qui avait déjà été un petit peu touché par c'était qui avait fait le pic pétrolier? C'était Hubert. Ouais, oui, c'est ça, Hubert, ouais. Pic de Hubert. Du coup, il s'intéresse beaucoup plus à ça qu'à d'autres choses. Mais on va voir que ça va évoluer au fil du temps. Du coup, effectivement, donc, il y a un arbitrage à faire entre est-ce qu'on veut aller chercher ces ressources ou est-ce qu'on veut produire. Donc c'est un arbitrage à faire. Et en tout cas, ça donne cette partie-là si on veut continuer à utiliser l'appareil industriel. Donc quand on est confronté à ça, il y a plusieurs solutions. Soit on se dit, oh mon Dieu, c'est la merde, etc. Soit on se dit, peut-être qu'il y a un problème, peut-être qu'on a fait une erreur, donc ils ont cherché, apparemment c'était tout bon. Ils disent, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on a un petit peu sous-évaluées. On va faire des hypothèses. Ici, c'est l'épuisement des ressources qui pose problème. Donc on peut se dire, en fait, s'il n'y a pas d'épuisement des ressources, qu'est-ce qui se passe si en fait, les estimations actuelles qu'on a des ressources, pétrolières, des ressources minières, etc., en fait, elles ne sont pas si bonnes que ça, elles sont un peu imparfaites, il y a une grosse certitude. Qu'est-ce qui se passe si en fait, il y en a 2 fois plus? Donc ils vont faire un nouveau scénario. Et on se trouve que s'il y a 2 fois plus de ressources, donc il y a toujours une diminution des ressources. Par contre, la pollution qui est en bas, elle augmente de manière exponentielle et vertigineuse. Donc en fait, ça consiste à dire, il y a des ressources abondantes, on va produire, mais du coup on va polluer. Donc suite à ça, on observe un effondrement de la productivité agricole, on observe un effondrement de l'appareil industriel, et du coup, on répond à ça, un effondrement de la population. Et là, on a juste les ressources abondantes. Mais du coup, ça ne résout pas le problème. Même si les ressources sont abondantes, on a un épuisement de ressources. Donc maintenant, on peut faire encore un autre scénario. En fait, les ressources, elles ne sont pas abondantes, considérant qu'elles sont presque infinies. Alors, si on considère qu'elles sont infinies, en fait, on va pas les considérer exactement comme infinies, hein, mais on va considérer qu'on est très très bon et qu'on va faire beaucoup de recyclage et beaucoup de récupération. C'est-à-dire qu'en fait, dans tout ce qu'on va produire de neuf, il n'y a que 25% de matière première qui est nouvelle. Et 75%, c'est quelque chose qui est recyclé. Ce n'est pas du tout les taux qu'on observe actuellement. Et donc ça, c'est en faisant cette supposition-là qu'on puisse faire ça à partir des années 1975. À ce moment-là, donc effectivement, il n'y a plus d'épuisement des ressources. Par contre, il y a toujours la crise de la pollution. Et du coup, il y a un déclin de la productivité agricole et industrielle à cause sûrement de cette pollution. Du coup, il va falloir traiter cette pollution.
Donc on va faire un nouveau scénario. Le scénario suivant, on contrôle la pollution. Pour contrôler la pollution, on va dire qu'en fait, quand on produit une quantité N de PIB, d'accord, cette production, elle a un impact sur l'environnement. Qu'est-ce qui se passe si on arrive à être très très fort et à réduire cet impact par 4? Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement la pollution est maîtrisée. Par contre, il y a toujours un épuisement des sols. Donc le système agricole s'effondre. Et du coup, il n'y a plus trop de capital et de gens pour travailler, etc. Et du coup, le capital industriel s'effondre et la population également. Donc on va faire un 5e scénario. On va doubler le rendement agricole, vu que c'était à cause de ça qu'il y a eu un effondrement précédent. Donc là, on est très très bon. On a des ressources qui sont très abondantes, presque illimitées, parce qu'on fait du recyclage, de la récupération. La pollution, on est capable de la diviser par 4. Les rendements agricoles, on les a doublés. C'est énorme de doubler les rendements agricoles. Ça correspond à faire quelque chose d'incroyable. C'est une révolution verte bis. Et là, ce qu'on observe encore, c'est que la pollution, même si on arrive à la contrôler, vu qu'en fait, on se développe tellement du point de vue industriel, que même en étant très bon sur le recyclage, la pollution explose. On peut rapprocher ça de problèmes qu'on peut avoir. Donc c'est des problèmes de... Ah, j'ai plus le terme. Le problème, tu sais, quand on utilise des ressources, qu'on améliore le processus, c'est que du coup, en réponse, il y a encore plus de... L'effet rebond, exactement, voilà, il n'y a plus le terme. Donc ça, c'est exactement l'effet rebond qu'on observe. On est très bon sur la pollution, on est très bon partout, mais on produit tellement plus qu'en fait, ça ne sert à rien. Donc ce qui posait problème là, c'était qu'on était beaucoup trop et qu'on allait... que la population augmentait trop et que la production industrielle aussi. Ah non, on l'avait pas encore. On y viendra plus tard. Donc maintenant, on va considérer qu'en fait, dans le 4e scénario, là, ici, on va considérer qu'en fait, c'est pas les rendements agricoles qui posent problème, c'est peut-être la natalité. Il a été trop nombreux. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, on contrôle la natalité. C'est pas un contrôle strict de la natalité qu'on met en place. C'est un contrôle, en fait, on développe des moyens de contraception. Donc c'est juste pour les grossesses et les enfants qui sont non désirés. À ce niveau-là, on observe quand même, du coup, un effondrement de la population, parce qu'en fait, au niveau industriel, pareil, on va un petit peu trop haut. Et la pollution, effectivement, s'accélère, et il y a toujours des problèmes d'effondrement. Donc on ne sait plus trop quoi faire. Là, à ce niveau-là... donc qu'est-ce qui se passe si en fait la population... non, je ne l'ai pas fait celui-là. Contre la natalité, enfant non désiré. Ah, parce qu'ici, ouais. Ici, le problème, c'est qu'en fait, on avait enlevé le rendement agricole, le doublement des rendements agricoles. On avait considéré que c'était juste le contrôle de la natalité par rapport au slide précédent. Donc ici, on va mettre les deux. Qu'est-ce qui se passe si on a un meilleur rendement et si on a un meilleur contrôle de la natalité? Donc à ce niveau-là, on observe toujours une stagnation de la population. D'accord? Parce qu'on a un contrôle stagne de la natalité. Par contre, on a un pic agricole, on a un pic industriel, la pollution, elle augmente. Puis du coup, il y a un premier petit effondrement de la pollution à cause de l'épuisement des ressources. Et en fait, finalement, ça va finir par repartir. Il y a un rebond. Donc on peut équilibrer la population. Cette fois, c'est plus un contrôle strict de la natalité, c'est un contrôle assez drastique. La population, on va la garder au niveau de 75 ou 70, je ne sais plus. Et là, donc, il n'y a plus ce problème d'effondrement de la population. Par contre, ce qu'on observe, c'est que la croissance de la production industrielle par personne, la production agricole par personne, elle augmente. Donc on a bien une croissance ici. Et après, on a bien un effondrement de cette production-là. Ça veut dire que ici, les personnes qui ici, elles vont très bien vivre, avoir beaucoup de ressources disponibles, et ces ressources vont s'épuiser au cours du temps. Et on observe toujours un effondrement des ressources. Donc on va équilibrer maintenant la population et le capital. Vu que le problème il venait de la croissance industrielle, eh ben on va l'équilibrer. Donc on ne va plus investir le capital industriel dans des investissements pour se développer, on va juste investir pour garder le capital industriel par personne constant. Donc on est dans la stagnation de la croissance économique. Et malgré ça, on a quand même un épuisement des ressources au cours du temps. Mais c'est normal, c'est parce que c'est des ressources qui sont non renouvelables. Donc elles ne peuvent pas remonter. Quand on les consomme, elles sont perdues.
Du coup, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Aujourd'hui, on considère que les crises sont indépendantes les unes des autres. Confrontés à une catastrophe, un cyclone, un krach financier, la crise de la zone euro ou la faillite d'une entreprise, les gens se focalisent sur ces événements comme s'ils n'avaient que des causes intrinsèques. Nos recherches prouvent le contraire. Les causes de ces crises sont souvent très éloignées de leurs manifestations. Je suis convaincu que ces phénomènes ne sont que des symptômes. Le problème fondamental, c'est la croissance matérielle illimitée sur une planète limitée. Voilà, donc ça c'est le problème. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que notre société humaine n'arrive pas au point où elle serait condamnée à s'effondrer? C'est une question compliquée. C'est vrai que c'est une très bonne question, c'est compliqué. Alors pour ça, dans le rapport du Club de Rome, il va y avoir une liste de préconisations. Ils vont faire des paris sur l'avenir et mettre en place comme un espèce de programme politique. Est-ce que politiquement, si on prend ces décisions, qu'est-ce qui se passe? Donc tout en scénario, on va équilibrer la population et le capital. On va considérer que les ressources sont très efficaces et qu'on réduit du coup l'impact sur le prélèvement des ressources. Que la population change son mode de consommation, qu'on réduit la pollution, qu'on lutte contre la malnutrition, l'agroécologie et la lutte contre l'obsolescence. C'est quelque chose de déjà assez... c'est déjà pas mal, quoi. Donc, considérons qu'en 75, face au grand viral, donc on équilibre la population. Donc, on